À la une ce soir, que se passe-t-il au sein du Grand Assemblée? La Martinique s'interroge après les déclarations du président du Conseil exécutif ce week-end. Alfred Marie-Jeanne a clairement accusé Claude Lise et Jean-Philippe Nilor de comploter contre lui. Premier pas de Manuela Clécart-Mondésir à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Celle qui succédera bientôt officiellement à Bruno Nestor-Azero a assisté à sa première plénière au Palais Bourbon. Nous avons recueilli ses impressions. Demi-tour en plein vol pour un avion de la compagnie Air Caraïbes alors qu'il se rendait à Pointe-à-Pitre. Il a dû atterrir en urgence à cause d'une panne moteur. Ces 300 passagers ont dû être transférés dans un autre aéroport avec une autre compagnie. Enfin, dernière semaine de la fête de la lumière, plusieurs animations sont au programme. Ralph Monplaisir, président du SMEM, est notre invité politique de ce mardi soir. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec cette grosse frayeur et galère en série pour les passagers du vol Air Caraïbes TX 540 au départ de Paris-Orly et à destination de Pointe-à-Pitre aujourd'hui. Leur avion a dû atterrir en urgence juste après le décollage suite à une panne moteur. Après une longue attente, les passagers ont dû changer d'aéroport et de compagnie. Voyez ce reportage d'Éric Dupuis. Retour prématuré à Paris pour ces passagers de l'Airbus A330-300 d'Air Caraïbes à destination de Pointe-à-Pitre. Déjà en retard de 2 heures, l'avion a très vite fait demi-tour après le décollage. On a entendu un gros bruit, moi je pensais que c'était la roue. En fait, la roue qui ne remontait pas ou qui ne descendait pas, je ne sais pas. Mais en fait, on a entendu un gros bruit. Et l'avion continuait à être à la même altitude. Donc je me suis dit, c'est bizarre, il reste à la même altitude. On nous a dit qu'on allait atterrir en urgence et qu'il y avait les pompiers qui nous attendaient. Là, on a commencé à avoir un peu peur. Le retour à terre est sans encombre, mais pas sans attente. En fin d'après-midi, les passagers ne sont toujours pas au bout de leur peine. On est resté quand même longtemps dans l'avion, on nous a donné à manger à bord, on est resté longtemps dans l'avion. Là, on nous transfère sur Roissy. A priori, les bus viennent d'arriver, on a eu un petit peu froid là quand même, mais les bus viennent d'arriver. On part sur Roissy, on est transféré sur notre compagnie aérienne. Air Caraïbes n'a pas précisé les causes de l'avarie moteur. Elle a affrété un avion XL Airways pour acheminer les voyageurs dès ce mardi. Pour l'instant, on ne sait même pas à quelle heure on va décoller. Vu comment c'est parti, on pense rentrer vers 1h, 2h du matin. Quant aux passagers qui devaient embarquer pour Paris depuis Pointe-à-Pitre ce soir, ils ont été pris en charge, assure la compagnie, et ne pourront voyager que mercredi sur d'autres vols. En bref, une conductrice de bus Mosaïque a été agressée ce matin par plusieurs individus. La femme de 54 ans a été frappée au visage. Elle se situait au niveau de la gare Petit Manoir. Les agresseurs d'apparence jeune en voulaient à sa caisse. Un jeune homme d'ailleurs de 17 ans, suspecté d'être l'auteur des coups, a été interpellé cet après-midi. Les autres chauffeurs ont fait jouer leur droit de retrait et le réseau Mosaïque est resté paralysé et il sera paralysé jusqu'à nouvel ordre. Nous vous en parlions hier soir, l'enterrement de Johnny Hallyday s'est déroulé dans la plus stricte intimité. Entre 60 et 80 personnes, principalement des proches du couple qu'il formait depuis plus de 20 ans avec Laetitia Hallyday, ont assisté à la courte cérémonie organisée dans le cimetière de Lorient. Voyez ce reportage de Jean-Marc Dabreux et de Bénédicte Jourdi. Johnny Hallyday, en route vers sa dernière demeure. Les bikers, ses fidèles compagnons, font partie du cortège funéraire. Les Harley, ça m'a fait quelque chose parce que ça me fait penser au spectacle que j'allais voir et c'était magnifique. Conformément aux souhaits de la famille, l'inhumation se déroule dans la plus stricte intimité. Premiers à quitter la cérémonie, les motards décrivent un moment fort en émotion. Ça a été très très dur, vraiment. Je n'aurais pas parlé, c'est pas la peine. C'était magique. Laetitia a craqué quand ils ont mis le cercueil en terre. Ça fait mal. Voilà. Un oiseau qui restait, une frégate qui restait en tourbillonnant autour, que tout le monde regardait comme ça. Comme si c'était un peu lui qui partait, quoi. C'est seulement à la tombée de la nuit que quelques fans découvrent la sépulture de leur idole. Magnifique, vraiment elle est très belle et les fleurs sont bien choisies et c'est simple mais c'est très beau. C'est tout à fait inattendu mais c'est quand même bien. C'est un bon honneur
un bel honneur qu'il fait à Saint-Barth. Saint-Barthélemy, c'était l'île des vacances pour Johnny Hallyday. C'est maintenant celle de son repos éternel. Ouvrons maintenant notre page politique. Dans un instant, nous reviendrons sur la polémique qui oppose Alfred Marie-Jeanne à Jean-Philippe Nilor et Claude Lise. En attendant, parlons de Manuela Clécart-Mondésir qui a fait ses premiers pas à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Elle succédera bientôt officiellement à Bruno Nestor-Azero. Nous l'avons suivi dans sa première plénière au Palais Bourbon. Voyez ce reportage de nos correspondants à Paris. Quelqu'un qui était dans la mouvance du mariage pour tous et sur le registre de la GPA, du PMA. Et il a dit qu'il ne pouvait pas te laisser partir de la députation sans te saluer. Donc il sera là et il va venir jeudi. Dernier rendez-vous de député à Paris pour Bruno Nestor-Azero, un peu nostalgique de ses 5 ans passés au Palais Bourbon avec un moment marquant, son discours contre le projet de loi du mariage pour tous. Je me souviens effectivement de ce moment dans l'hémicycle où effectivement tous les députés se sont levés, tout bon confondu, pour applaudir, donc c'était plutôt rare. À partir du mois prochain, c'est sa suppléante qui s'installera dans ce bureau. Alors, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'on peut te dire là? Je suis heureuse, vraiment heureuse de pouvoir relayer Bruno, qui a été un très bon député, qui est très apprécié. Et tout ce que j'espère, c'est que ça va continuer et que non seulement on va bien travailler avec le groupe. Le groupe, c'est le GDR, la gauche démocrate et républicaine dans l'opposition au gouvernement, présidé par l'ineffable André Chassaigne, qui n'attend pas pour motiver la future députée. Il va falloir que tu rentres dans le bain très rapidement. Oui. Que très rapidement tu puisses poser une question au gouvernement. Le nouveau maire de Sainte-Marie sera démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée nationale, vraisemblablement le 2 janvier. S'il accompagne sa suppléante dans ses premiers pas au palais, il ne veut pas jouer de paternalisme. C'est une femme déterminée, c'est une femme de combat et c'est une femme qui est habitée par la réussite. Et pour cela, en tout cas, je lui tire mon chapeau. Bienvenue à l'Assemblée. Premier pas, première rencontre dans ce lieu chargé de symboles. La bientôt 2e martiniquaise députée de l'histoire montre une certaine aisance dans la fonction. Je sens le pouls, je sens pas la pression, mais vraiment, voilà, on sent que les choses sérieuses vont commencer et que le travail va être intense. On va dire à la dimension et à la hauteur de l'espace. Durant son mandat, Bruno Nestor-Azero a beaucoup évoqué l'agriculture au sein de l'hémicycle. L'ancien élu du Conseil régional de Martinique a déjà affirmé vouloir porter des sujets sur le tourisme et le BTP devant la représentation nationale. Place tout de suite à notre invité politique du mardi soir qui est Ralph Monplaisir. Bonsoir. Bonsoir Madame Doré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va commencer avec la droite. Les Républicains ont changé de président, la personne de Laurent Wauquiez. Est-ce que vous êtes déjà, pour commencer, satisfait de cette élection? Alors, Madame, je vais vous dire que cette élection, je l'ai regardée de très loin. J'ai mené des réflexions déjà depuis plusieurs semaines. Ce qui se passe aux Républicains ne correspond plus à ma vision. Je n'y retrouve plus ce que je croyais être le fondement de base des Républicains. Et M. Wauquiez a ses idées. Aujourd'hui, je suis plutôt comme M. Xavier Bertrand. Je ne me considère plus aux Républicains et je peux vous le dire, c'est officiel, j'écrirai pour dire que je pense que ma place n'y est pas. D'accord, donc vous prenez congé? Je prends congé, madame. Très bien. Vous êtes également en Martinique, on va le dire, vous êtes président du SMEM qui organise ce mois-ci une fête de la lumière, la 2e édition qui se tient jusqu'au 16 décembre prochain. Une manifestation pour sensibiliser sur la maîtrise de notre énergie et pour promouvoir les nouvelles technologies. Une conférence de présentation a été organisée ce matin. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël Renier.
La Martinique est aujourd'hui dépendante à 93% du pétrole pour produire son énergie. Une consommation faramineuse que le gouvernement appelle à réduire d'urgence, avec pour ambition d'atteindre 53% d'énergie renouvelable à l'horizon 2023. 60 millions d'euros de budget ont été alloués chez nous pour s'inscrire dans le changement. Aujourd'hui, c'est beaucoup de photovoltaïque en Martinique. Il y a une centrale éolienne qui va arriver bientôt sur Grand-Rivière. Les enjeux encore, c'est poursuivre, intensifier nos recherches sur la géothermie, qui est une énergie très intéressante, aussi une énergie renouvelable. Donc, en fait, on recherche tout azimut. La micro-hydro, c'est-à-dire micro-hydroélectricité, en gros, c'est l'utilisation de l'eau pour pouvoir produire de l'énergie. Donc, en fait, les recherches sont lancées tout azimut. Tout ce qui nous permettra, les déchets, tout ce qui nous permettra de produire de l'électricité fait l'objet d'études, de recherches pour l'intégrer sur le réseau martiniquais. Chaque éolienne, il y en a 4, 0,5 MW. Mais comparé à d'autres territoires insulaires, nous sommes en retard dans la transition. Si on compare par exemple à La Réunion produit 50% de son énergie avec l'eau. Ils ont une possibilité, une grande capacité de fournir de l'électricité avec des barrages hydroélectriques. Tout comme la Guyane. Nous n'avons pas ce potentiel aussi important en Martinique, donc ça nous impose d'être créatifs. Pour l'heure, faute de ressources naturelles suffisantes, d'autres chantiers alternatifs sont d'ores et déjà en cours chez nous. 24 de nos 34 communes ont signé une convention de rénovation énergétique. Ainsi, 60 bâtiments municipaux vétustes sont remis aux normes. Un projet de 3 millions d'euros, financé en majorité par la CTM et le syndicat mixte d'électricité locale. Nous améliorons les consommations des équipements tels que la climatisation, l'éclairage, mais nous renforçons aussi l'isolation des bâtiments pour des consommations meilleures en énergie. Nous faisons aussi de l'étanchéité thermique sur les bâtiments. Nous avons les bâtiments les plus consommateurs. Donc en général, ce sont des bâtiments qui ont des fortes consommations d'énergie. Donc par mètre carré, on est à peu près au moins à 300 kWh par mètre carré. Donc ce qui est assez important, et nous comptons diminuer d'à peu près 15 à 30% les consommations d'énergie de ces bâtiments. Malgré notre retard, certains chiffres sont encourageants et montrent que la Martinique tend petit à petit à s'inscrire dans le renouvellement énergétique. L'année dernière, 27 millions de kilowattheures ont été économisés, une diminution record. Le prochain cap est fixé. Fin 2018, la Martinique, comme le reste de la France, devra atteindre 25% d'énergie renouvelable. Alors on vient de voir dans ce sujet que nous sommes un peu en retard en matière de transition énergétique. Pourtant, il y a de nombreuses années, on nous parlait de grands projets. Pourquoi ils n'ont toujours pas été réalisés? Écoutez, la transition énergétique, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau. Nous sommes en plein dedans. Il fallait d'abord poser les bases. C'est ce qui a été fait depuis quelque temps. Vous avez un travail énorme qui a été fait par tous ces jeunes ingénieurs, femmes et hommes martiniquaises et martiniquais, qui sont dans des structures telles que le SMEM ou l'Agence martiniquaise de l'énergie et d'autres, des structures privées. Et aujourd'hui, nous avançons à grands pas, mais à pas réfléchis, et nos pas sont effectivement également mesurés. Mais nous sommes sur une île, il y a énormément de choses à faire, et nous avons des ressources qui, au départ, paraissent limitées au soleil et au vent, mais il y a d'autres choses qui peuvent être étudiées. Il y a quelques années, on nous parlait d'une centrale géothermique, où ça en est? Alors voilà, la centrale géothermique, on travaille dessus. On rappelle le principe, ça fonctionne avec l'eau de mer. Non, là vous êtes sur l'ETM, l'énergie thermique des mers, excusez-moi. Parce que, oui, mais faites-nous le point. L'énergie thermique des mers, ça c'est un autre problème dont je souhaiterais ne pas aborder les thèmes ce soir, car c'est un sujet qui, à mes yeux, est un peu délicat. Bon. Pourquoi Parce que c'est un sujet que, en tant que maire d'une commune proche du site, je suis complètement opposé à ce projet, pour des questions qui sont des questions d'environnement, des questions de santé. Vous avez des volumes d'ammoniac qui seront mis dans des tuyaux sous l'eau, à quelques mètres de la surface, qui, en cas d'échappatoire, même si c'est en liquide, redeviennent du gaz. Enfin, il y a tout un tas de choses. Donc le projet tombe à l'eau. Oui, c'est un sujet complet en soi. Par contre, la géothermie est très importante. Alors, rappelez-nous, c'est quoi le principe de géothermie? Géothermie, c'est la vapeur qui émane
des volcans ou de la chaleur sous terre pour pouvoir produire à partir de cela de l'énergie électrique. Et cette vapeur qui est là, elle est dans toutes les îles. Et moi, nous sommes sur une île nous sommes ce qu'on appelle en ZNI. C'est très important que les gens comprennent. Zone non interconnectée. Si nous avons une défaillance sur le système qui produit l'électricité ici, ben, nous avons une défaillance, on est sans courant. Dans les zones interconnectées, comme les pays d'Europe, il y a un problème de production d'énergie électrique dans un pays. Le pays voisin peut envoyer l'électricité. Toutes les connexions existent. Nous, on n'en a pas. On est tout seul. Moi, je crois dans le fait que nous avons des volcans, comme toutes les îles. Et le jour où nous aurons, dans chacune de ces îles, une production d'électricité à partir de la géothermie, nous pourrons relier toutes ces îles-là par un câble sous-marin, et le jour où une île a une défaillance, l'autre pourra envoyer du courant. Ça va nous sortir de cette situation non interconnectée. Nous aurons une interconnexion entre les îles dans la Caraïbe. Quel est votre positionnement au sujet de l'usine du Galion et d'Albioma? Écoutez, c'est un sujet qui est très sensible. Je sais. Ce n'est pas un sujet que je connais à fond. Je n'aime pas m'exprimer sur des choses dont je ne tiens pas les tenants et les aboutissants. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons un problème d'un côté agricole, où nous avons besoin d'une production de sucre à partir de la canne, et nous avons une chaudière, il faut qu'elle fonctionne. D'un autre côté, nous avons une unité de production d'énergie électrique à base de combustible, qui est un combustible qui est du bois, et qui effectivement peut être considéré comme produisant certains éléments qui peuvent être désagréables. Mais cela n'empêche qu'il y a des progressions en permanence. On avance en permanence dans les produits qui peuvent être brûlés, qui peuvent être utilisés. Et je ne désespère pas de voir Albioma évoluer au niveau de son combustible vers un combustible qui serait moins contraignant pour l'environnement. Il y en a sûrement qui existent, et malheureusement, aujourd'hui, on est axé sur des copeaux de bois, et il semblerait qu'on ne veuille pas en sortir. Alors parlons maintenant de la fête de la lumière que le SMEM organise pour promouvoir ses actions. Alors plusieurs animations seront proposées durant cette semaine avec des shows lumière. Justement, ça paraît un peu incohérent le fait de faire des shows lumière dans un moment où on parle justement de faire des économies d'énergie. Non, ça paraît incohérent, mais ça ne l'est pas. Car tout ce qui est fait à partir de production de lumière sur des produits qui sont des produits innovants, nouveaux, faibles consommateurs d'énergie électrique. Et justement, nous devons utiliser tout cela. Tous nos systèmes de production d'électricité doivent évoluer. Tous les outils qui sont utilisés pour la lumière doivent évoluer, mais ils doivent évoluer pour nous permettre d'être dans des situations plus confortables, d'avoir même plus de lumière en consommant moins d'énergie électrique. Et ça, ce sont des choses qui sont possibles. Ça a été dit il y a 2 minutes par un des collaborateurs du SMEM, un jeune ingénieur, qui vous a expliqué qu'aujourd'hui, on va vers, ne serait-ce que les bâtiments, diminuer la consommation électrique. Et pour ce que nous faisons, quand nous faisons Faites la lumière, c'est nous souhaitons sensibiliser la population sur le fait que la lumière est nécessaire, mais que si elle est source de vie, nous devons également faire en sorte de protéger notre environnement en consommant mieux et en produisant mieux. Alors parlons maintenant d'un sujet que j'annonçais en titre, sur lequel je suis sûre que vous avez votre avis. Les tensions au sein du Grand Assemblée ne sont plus un secret pour personne. Les déclarations d'Alfred Marie-Jeanne ce week-end sur la radio RLDM ont fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le milieu politique local. Jean-Philippe Nilor et Claude Lise en ont pris pour leur grade. Les propos du président du Conseil exécutif interpellent la population martiniquaise. Voyez ce reportage d'Alusie Lutran et de Guy-Raphaël René. Le G20 avec M. Jean-Philippe Nilor, avec le PPM réuni, avec Nestor Azero, disent qu'ils veulent me mettre dehors. Ils ont fait toutes sortes de démarches pour que je sois condamné. Tels sont les propos sans détour assénés par Alfred Marie-Jeanne.
Le président de la CTM est-il allé trop loin? Dans la rue, certains Martiniquais sont catégoriques, d'autres s'interrogent. J'ai été choquée. Le comportement de notre président. On voit déjà que ça n'avance pas et on a un état d'esprit qui est reflété par l'image. Pour un petit pays comme Martinique, pour lancer ce genre de propos avec des parlementaires qui vont travailler pour nous. Il est grand temps qu'il ne soit plus là parce que c'est lui qui fout la merde chez nous en Martinique. J'essaie d'analyser. De toute façon, je me dis une chose, c'est qu'il est martiniquais et qu'il doit aimer son pays comme moi. Donc, c'est pas anodin tout cela. J'essaie d'analyser, de voir un petit peu plus loin. De son côté, Jean-Philippe Nilor, principal intéressé en déplacement à l'Assemblée nationale, dit ne pas vouloir jeter davantage d'huile sur le feu. Il n'est pas le député d'Alfred Marie-Jeanne. Lorsqu'Alfred Marie-Jeanne dit que je ne suis pas son député, je ne suis pas du tout choqué. Parce que je revendique de ne pas être son député, je ne suis pas sa propriété. Je suis le député du sud de la Martinique et du peuple martiniquais, tout simplement. Au sein de la classe politique en Martinique, on gagnerait à hisser le niveau, à parler de questions de fond, de la situation objective de la Martinique, des difficultés que nous avons à la CTM, des projets, des perspectives et de l'avenir de la Martinique que nous devons construire. Accusé lui aussi de comploter, Claude Lise, le président de l'Assemblée, condamne lui aussi les propos d'Alfred Marie-Jeanne. Il y a même des propos qui sont diffamatoires. Lorsqu'il dit que je participe à une action pour le faire mettre en prison. Enfin, c'est invraisemblable. Alfred Marie-Jeanne me connaît depuis trop longtemps pour penser cela. Je sais qu'il y a des gens qui vont lui raconter des histoires, mais là, c'est trop grave. Et c'est pour ça que je réagis fermement, sans vouloir ajouter de l'huile sur le feu, mais le procédé, d'abord le fait d'être allé sur une radio sans préavis, car je ne l'ai pas rencontré depuis plus de 15 jours, on n'a eu aucune discussion. Ces propos, selon lui, seraient une façon de détourner l'attention. Le président de l'Assemblée dénonce une trop grande centralisation du pouvoir. Il a voulu faire diversion dans cette période de difficulté, et c'est le coup classique de la recherche du bouc émissaire et du complot. On est l'objet d'un complot, donc voilà, ça permet de ne pas faire face aux vrais problèmes. Alors, moi, ce qu'il est devant des difficultés pour présenter des orientations budgétaires qu'on ne peut pas présenter là en ce moment avant la fin de l'année, voir le budget pour qu'ils sortent du déni. On est en difficulté et toutes les difficultés ne sont pas dues aux autres. Simple querelle de leadership ou véritable fracture dans le clan de Marie-Jeanne. À quelques jours du 2e anniversaire de la victoire, l'alliance Grand Semblé semble plus que jamais fragilisée. Alors Ralph Monplaisir, on sait que vous n'êtes pas langue de bois. Que pensez-vous de cette affaire? Je pense que c'est triste et malheureux. Nous avons deux personnes qui ont fait tellement pour la Martinique et qui ont sûrement encore tellement à faire. Nous avons un jeune député dans le Sud qui lui aussi a des choses à faire. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous devons regarder au loin, c'est-à-dire vers ce qu'il faut faire. Est-ce que vous pensez qu'il est allé trop loin? Bien, écoutez, je pense que si le président de la collectivité a tenu ses propos, c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui ont animé des informations et qui ont... il n'a pas dit ça s'il n'a pas entendu des gens dire quelque chose. Et vous savez, on n'est pas obligé... Moi, je connais quelqu'un qui faisait de la politique et qui m'a dit « J'ai été élu maire parce que quand j'étais au début, je faisais un petit papier que je distribuais et je disais « On m'a dit, on m'a dit ». Et je ne disais pas qui m'avait dit. Et quand on va et qu'on lance des propos en disant « celui-ci a dit ci, celui-ci a dit ça », il faut chercher à qui le crime profite. Dans cette affaire, si cassure il y a, à qui cela va-t-il profiter? Je crois que c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Qui a intérêt à ce que ce Grand Semblé soit dissous, enfin pas dissous, mais qu'il y ait des disputes dans le Grand Semblé? Qui a intérêt? À qui profite le crime? Vous avez une idée?
Ah ben je pense qu'il doit y avoir des gens qui se font un malin plaisir et il y en a même qui viennent dire qu'il y a un vide actuel et qu'il y a un vide qui va venir. Je ne pense pas qu'il y ait du vide, je pense qu'il y a des hommes capables et que ces hommes-là peuvent s'entendre, travailler ensemble, même s'il y a un petit moment de tension, ça arrive même entre mari et femme. Et puis je pense qu'il y a des jeunes compétents qui sont là aussi, qui peuvent faire des choses et eux non plus ne sont pas du vide. Alors quand on vient dire à la télévision, il y a du vide, et puis c'est du vide qui va venir, je crois que celle ou celui surtout, celui qui le dit, sait pourquoi il le dit. Monsieur Serge Letchimy est venu à la télé dire ça. Alors à qui profite le crime aujourd'hui? Mais moi, là l'opposition n'a rien à voir là-dedans, ça c'est entre eux. Je n'ai pas dit qu'il a à voir, mais si les deux qui ont une polémique, s'il y a quelque chose entre eux qui ne va pas, eh bien, ils sont en train de servir sur un plateau le troisième, qui est M. Serge Letchimy. Personnellement, je ne servirai pas M. Letchimy sur un plateau en ce qui me concerne, car je vais vous rappeler quelque chose. Si nous avons aujourd'hui cette Assemblée, si elle est comme elle est, M. Lise ce matin a dit qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont ça avait été prévu. Mais elle est comme elle est parce qu'elle a été construite et conçue pour un costume pour un homme qui devait être le patron de toute la Martinique et avoir à l'Assemblée un béni-oui-oui, je ne sais pas qui, ou une béni-oui-oui. Mais cet homme, nous savons tous pour qui ça avait été conçu, pour qui le costume avait été fait. Il ne l'a pas eu. Celui qui est arrivé, que voulez-vous? Il arrive, il trouve un costume qui est là et des pouvoirs qu'il a, parce que c'est comme ça que ça a été conçu. Ce n'était pas conçu pour Alfred Marichal. Alfred Marichal en a bénéficié, c'était conçu pour un autre. Mais moi, je suis heureux que l'autre ne l'ait pas eu. Car si c'était l'autre qui l'avait eu, ça aurait été, peut-être qu'on n'aurait pas eu de discussion, mais là, je peux vous dire que ça aurait été très grave. Car cet autre nous préparait des choses que vous devez ne pas oublier. On nous avait préparé une Martinique vers une indépendance de façon très habile, avec une monnaie qui nous aurait été propre. À la limite, on aurait peut-être très bientôt annoncé qu'on aurait eu un passeport. Bon, on aurait vu disparaître tout un tas de choses. Je vous rappelle quand même qu'Alfred Marie-Jeanne est indépendantiste. Hein, mais attendez, Alfred Marie-Jeanne et Claude Lise ont signé ensemble avec la droite un accord pour travailler et oublier tout sujet d'indépendance tant que cette mandature se tiendra. Et moi, je tiens à vous dire qu'ils respectent tous les deux leur contrat. Donc moi, ce que je demande, c'est de l'apaisement et que des propos insidieux arrêtent de circuler, car cela ne nuit qu'à l'alliance qu'il y a là, c'est-à-dire à Alfred Marie-Jeanne et aussi à Claude Lise et aussi à Alfred Marie-Jeanne, c'est-à-dire à toutes les Martiniquaises et tous les Martiniquais, parce que le mandat est tel que ces deux personnes sont là jusqu'à la fin de leur mandat. Donc il faut qu'on travaille ensemble. Très bien, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à nos questions. Cap sur la Guyane maintenant, avec de grosses pluies qui se sont abattues sur l'île de Cayenne. Certaines habitations et entreprises ont été inondées. Les écoles ont dû fermer leurs portes. Voyez ce reportage de Pierre Tréfou et d'Ayo Délé-Germain. Ce matin, Joseph a dû récupérer son fils à l'école. Un changement de programme inattendu. Le professeur va dire qu'il faut que nous venions occuper les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de l'eau, peut-être c'est les grilles qui bougent, ce qui est à cause de l'eau dans la classe. Les portes des écoles maternelles et élémentaires, Mirza, Gaëtan, Hermine et Vendôme, étaient fermées pour cause d'inondations. En 24 heures, ce sont 94 mm d'eau qui sont tombés sur l'île de Cayenne, ce qui annonce le début de la petite saison des pluies. La petite saison des pluies, ça correspond à la migration de la zone intertropicale de convergence du nord vers le sud. Donc elle passe à notre latitude, ensuite elle va gagner la latitude de l'Amazone au mois de mars, quand on aura le petit été de mars. Connaître la durée de cette saison des pluies, non, on ne peut pas anticiper. Ce qu'on peut dire, c'est que on est dans une phase La Niña, où les pluies sont prévues excédentaires. Donc on risque d'avoir assez fréquemment des épisodes de pluie en décembre, janvier, peut-être même février. Normalement, le petit été de mars commence en février, mais on peut s'attendre quand même à avoir des pluies relativement abondantes, ponctuellement bien sûr. Ça peut durer une journée, 2 journées, et puis après ça s'améliore. Le réchauffement climatique amplifie les précipitations et modifie le calendrier des saisons. Alors qu'à Paris se tient un nouveau sommet sur le climat, où une 60aine de pays se réunissent pour dégager des financements supplémentaires dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Des inondations qui ne sont plus d'actualité pour les habitants de la Belle Plaine au Gosier en Guadeloupe. Ils avaient particulièrement été impactés par les pluies de l'ouragan Maria. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Une équipe d'ATV Guadeloupe s'est rendue sur place. Regardez. À Belle Plaine, 3 mois après le passage de Maria, des habitants ont pu se reconstruire grâce à leur assurance. La mairie est venue, bon, ils ont visité. Et puis ils nous ont promis quand même de nous aider. Mais comme je dis, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, quoi. Mais ils n'ont pas donné grand-chose par rapport à tout ce que nous avons perdu, quoi. Mais comme nous sommes assurés, tu vois, nous sommes assurés. Tant pour la maison, les voitures, tout est assuré. Alors c'est l'assurance finalement qui est en compte et qui nous a donné effectivement ce qu'il fallait pour que nous puissions rétablir tout ce que nous avons perdu en quelque sorte. Certains attendent encore une indemnisation. Après Maria, bon, on est venu nous voir, oui, et puis voilà, c'est tout. C'est tout, rien n'a bougé, quoi. Je n'ai pas encore repéré parce que j'attendais quand même une danise, mais depuis je n'ai pas bougé parce que ça n'avait pas longtemps. Enfin, ils ne sont pas pressés, ils ne m'ont même pas encore indemnisé. Des sinistrés ont reçu une aide de 350 € par la mairie, mais pour ceux qui n'avaient pas d'assurance, le quotidien reste difficile. Bon, je là, tout ça, c'est mon qui pense ça. Comment c'était misère quand il est petit. Et c'est mon petit bon à 350 €. Qui est-ce qui pense ça? Et du bon, comment nous bosser 350 €. Quand on va faire ça, 350 €. Vous comprenez? Mais ils vont quand même, c'est au lot pas rien. Mais là, le même comment? Après, je ne sais pas rien parce que c'est obligé de vous comprenez? Ça fait. Mais après, quand même, il faut envoyer l'argent tout le pays, faire tout activité, mais au moins, parce que quand il a aidé le peuple quand même. Aidez-nous, mais pour nous pas faire merde, tout le monde a à l'aise à y comme ça. Et moi, il grille en colère. Dans le quartier, le sentiment d'abandon domine encore. La région est passée et puis jusqu'à maintenant, je n'ai rien vu. On m'a demandé tas de questions, ils ont vu ce qui s'est passé. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien vu, rien entendu. Alors je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, alors j'essaie de faire mes affaires moi-même. On a toujours les séquelles, comme on dit. Mais personnellement, on a toujours le cœur en bobo. Alors on essaie de faire comme on peut, parce qu'il n'y a personne qui nous aide. Hein. C'est nous-mêmes qui essaient de faire des économies pour faire nos affaires nous-mêmes. Selon la mairie, des travaux de redimensionnement des ouvrages hydrauliques sont prévus dans la zone, mais selon des témoignages, certains habitants traumatisés préfèrent habiter ailleurs et d'autres ont choisi de déménager. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de Lycinaïs Jean qui se prépare pour 2 jours de concerts en Martinique et en Guadeloupe. Une occasion de présenter son premier album. Et puis Hubert Bornil vous parlera du principe du calendrier de l'Avent inversé, un concept repris chez nous cette année. Vous verrez comment être solidaire et généreux de façon originale. Direction Paris, à la rencontre de Lycinaïs Jean qui va se produire cette semaine en Martinique et en Guadeloupe. La chanteuse va présenter son album pour la première fois en live. Un rendez-vous très attendu qu'elle prépare avec minutie. Solène Boissé a assisté à sa dernière répétition. Regardez. J'ai eu l'inspiration d'une étape d'âme. Première et dernière répétition avant la grande représentation. Dans quelques jours, Lycinaïs Jean va interpréter pour la première fois les chansons de son album sur scène en version acoustique. Alors quelques ajustements sont à faire sur la partition initiale. Je pense que je vais l'annoncer avec le... Je vais appuyer un petit peu plus sur le sol. Okay. Ça me met la pression parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de le voir en live, vraiment, cet album. Donc, mais ça fait plaisir, ça fait toujours du bien, ça permet à la fois de se ressourcer et se retrouver aussi avec le public de chez soi, se retrouver avec presque des frères et sœurs au final. Pour la jeune chanteuse de 24 ans, tout est parti de simples reprises de chansons sur les réseaux sociaux en 2011. Elle ne s'attendait pas à un tel succès. 6 ans plus tard, celle qui écrit, compose et interprète ses œuvres a façonné son propre style musical. J'ai fait évoluer mon style après, plus vers la... J'écoutais beaucoup de pop, de musique urbaine, j'écoutais les radios urbaines dans tous les cas, donc je me suis beaucoup inspirée de ça. Je n'arrive pas à me mettre dans une case, puisque j'aime tout et j'aime tout mélanger justement. Donc on va dire, c'est une musique métissée quoi. Une musique métissée qui va subir quelques changements pour l'adapter à la scène.
Les musiciens qui travaillent avec elle n'hésitent pas à rajouter leur propre touche artistique. Pour la fin, là, avec les chœurs, tu voudrais faire un ad-lib éventuellement avec les gens ou pas? Je pense. J'avouerais que ça va être une surprise, quoi. Comme je dis et je me répète, hein. On garde la mélodie, ça va être la colonne vertébrale avec le texte. Les gens ils vont reconnaître le texte, ils vont reconnaître les paroles. Mais c'est vraiment tout ce qu'il y a à côté, hein, et ça va être... on va les découvrir différemment. La petite troupe jouera le 15 décembre en Guadeloupe au Royal Rivera et le 16 en Martinique au Cosmopolite, avant de retourner sur la scène parisienne pour un concert au Flot le 22 décembre. Allez, de retour en Martinique, place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec un conseil des sages qui s'est tenu aujourd'hui à la mairie de Fort-de-France. La ville a mis en place un programme pour associer les aînés aux décisions du conseil municipal. Environ 20 seniors ont présenté le résultat de leur réflexion sur des dossiers tels que le transport en commun ou le mieux vivre ensemble. Si le conseil des sages n'a aucun pouvoir décisionnel, il est par contre force de proposition. Voyez les précisions du président du conseil des sages qui s'exprime face à la caméra de Luis Sabas. La commission qui s'est occupée des transports, elle dit que pour les transports, il faudrait revoir peut-être les lieux d'arrêt, peut-être le respect des arrêts, peut-être aussi les parkings extérieurs, voyez-vous. Bon. Quant à la redynamisation des quartiers, une idée nous vient, celle de créer au sein de chaque quartier un organisme qui serait celui à qui tout le monde pourrait s'adresser. Il serait chargé aussi de conseiller, de faire venir, par exemple, un avocat pour parler de certaines choses, un notaire. Et puis il serait aussi chargé dans ces maisons-là de gérer les différentes associations. Nous serons reçus par le conseil municipal de Fort-de-France mardi prochain. Je veux croire qu'ils tiendront compte de ce que nous disons. Mettons-nous dans l'ambiance de Noël en révélant notre esprit de partage. Une Martiniquaise a décidé de proposer le principe du calendrier de l'Avent inversé. Au lieu de déballer un chocolat ou un petit présent chaque jour, avant Noël, il s'agit plutôt de faire des dons un peu chaque jour. L'objectif est de pouvoir offrir le tout à une personne dans le besoin. Hubert Bornil et Valérie Vincent vous expliquent tout. Regardez. En cette période de Noël, il y a quelques initiatives qui méritent d'être soulignées, notamment celle-là, Tous ensemble pour un Noël solidaire. C'est une jeune femme qui a décidé de mettre à votre disposition une boîte. Alors, il reste 23 jours, boîte dans laquelle vous allez insérer des cadeaux que vous allez remettre à la personne de votre choix ou aux personnes de l'assise, personnes nécessiteuses. C'est voilà, Tous ensemble pour un Noël plus solidaire. Cynthia Yeo fait à coup sûr partie de ces âmes charitables qui se font un devoir de venir en aide aux autres. En cette période de l'Avent, elle nous présente son calendrier inversé. Ça part du principe du calendrier de l'Avent qu'on offre aux enfants, dans lesquels ils sont invités à récupérer un petit chocolat ou une image chaque jour du 1er au 24 en attendant Noël. Sauf que là, c'est l'inverse. Donc on a une boîte dans laquelle on met un présent chaque jour à l'attention de quelqu'un de défavorisé ou dans le besoin dans notre entourage. Une boîte, des cadeaux et un partenariat avec l'Assise. Les cadeaux pourront être recueillis aux environs du 23 décembre. Il est important qu'à la fin du projet, donc le 23 décembre, il y ait 23 présents dans la boîte. D'accord? Donc ça a commencé le 1er, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc vous pouvez toujours récupérer votre boîte aujourd'hui. Et tant qu'à la fin, il y a les 23 présents. Ça peut être des produits d'hygiène, des confiseries de Noël, du chocolat, du nougat, des petites choses qui feront plaisir à ceux qui en ont le plus besoin. En tout cas, belle initiative, Cynthia. On espère que beaucoup de personnes adhéreront au projet. Et puis, joyeux Noël, c'est ce qu'on peut souhaiter aux Martiniquais. Et puis, en pile solidarité. Merci. Merci.
On reste dans l'esprit de Noël et direction le marché couvert de Fort-de-France. Philibeau, confiture, liqueurs aux différentes saveurs, les délices à la mode de chez nous, ils sont à l'honneur cette semaine. Certains vendeurs occasionnels ne seront présents que jusqu'à ce jeudi. Voyez les réactions recueillies par Louis Sabas. Noël, c'est une fête qui nous fait penser à consommer ce qu'on avait l'habitude de consommer. Chez nous, maman faisait la liqueur, le chob, elle faisait punch au coco, Alexandra qui existait déjà, et puis le sirop de groseille aussi. On essaye d'échanger, d'innover par rapport à la demande des clients. Les gens entendent parler d'un produit, donc ils veulent découvrir le produit, les bienfaits du produit, par exemple curcuma, gingembre. Donc voilà, on fait un mélange de deux, soit en sirop, soit en liqueur. Les gens qui achètent en ce moment, c'est pour Noël, c'est vraiment pour Noël. Hein. Il y a beaucoup de gens qui achètent, qui n'ont pas l'habitude d'acheter d'alcool ou qui ne boivent pas du tout et qu'ils achètent en période de fête. C'est la période où les gens achètent le punch coco, le schrob, l'Alexandra. Il y en a beaucoup qui achètent justement pour envoyer en métropole pour leurs enfants pour fêter Noël. Noël antillais, pas Noël français, Noël antillais. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. À tout de suite.